engagé, c'est-à-dire l'idée de ces humanités politiques, c'est de produire des vibrations de sens en chacune et chacun d'entre vous qui fassent que vous compreniez pourquoi, eh bien, ceci vous indigne, cela vous met en colère, autre chose vous émeut. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis donc Frédéric Gros, j'enseigne ici à Sciences Po depuis maintenant une bonne dizaine d'années et j'enseigne ce qu'on appelle les humanités politiques. Bon, alors je vais passer un peu de temps quand même à essayer de vous faire entendre ce que signifie humanité politique, parce que oui, les humanités, on connaît à peu près, on se dit latin, grec, culture classique, et puis après on dit oui, on parle des humanités numériques, il existe même des humanités militaires, des humanités judiciaires, mais les humanités politiques, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut bien être? Alors d'abord, je vous signale, parce que c'est quelque chose que vous devez savoir et vous devez défendre aussi, que les humanités politiques sont une innovation pédagogique de Sciences Po, une invention académique qui dure depuis 7-8 ans maintenant et presque aussi, pourrait-on dire, une proposition d'expérience et quelque chose comme un défi. Voilà. Et mon défi à moi, devant vous et avec vous évidemment, c'est de faire vivre ces humanités politiques. Alors vous sentez très bien en même temps que dès que je dis humanité politique, par contraste surgit un petit peu un fantôme parallèle qui serait les sciences politiques. On se dit ça doit quand même être un peu autre chose. Et c'est vrai que les sciences politiques ont leur garantie de sérieux, de scientificité précisément. Hein. Ça, vous allez l'apprendre et tant mieux. Description objective, détermination rationnelle, repérage scientifique du politique avec des courbes, des statistiques. Vous allez en avoir, et encore une fois, tant mieux, mais à côté peut-être, est-ce que c'est tout à fait en marge, j'en sais rien, mais en tout cas à côté, je voudrais vous initier à la politique comme expérience, comme domaine d'expérience, où s'engage un sujet vivant, que certaines choses peuvent intéresser, que d'autres choses peuvent irriter, qui peut se trouver même ému par un certain nombre de propositions, et explorer la politique comme expérience vivante, c'est ce qu'on va voir dans les humanités politiques. Ces humanités qui, et ça vous l'entendez déjà par le vocable humanité, font appel à tout un patrimoine littéraire, cinématographique, pictural, même à toute une culture. On va parler de philosophie aussi, on va parler de psychanalyse, enfin on va vraiment brasser un certain nombre de repères culturels pour essayer de faire surgir des figures incarnées qui nous permettent de penser et même d'habiter la politique comme expérience. Richard III de Shakespeare, comment prendre Richard III de Shakespeare pour habiter et approcher la folie du pouvoir? Le grand inquisiteur de Dostoïevski, comment se faire fasciner par cette figure pour explorer la question de l'obéissance, de pourquoi est-ce qu'on obéit. Vous voyez, les humanités politiques répondent à un principe d'incarnation. Et c'est pourquoi elles se situent en complément, mais à côté aussi d'une approche plus scientifique. Mais quand je parle d'expérience, vous l'avez senti aussitôt, je parle d'une subjectivité engagée, c'est-à-dire l'idée de ces humanités politiques, c'est de produire des vibrations de sens en chacune et chacun d'entre vous qui fassent que vous compreniez pourquoi, eh bien, ceci vous indigne, cela vous met en colère, autre chose vous émeut, toute cette partie qui est une partie pas sentimentale, parce que dans l'idée de sentimental, c'est presque péjoratif, mais de sentiments profonds et vivants qui font
qu'on se lève le matin et qu'on a un peu envie quand même de vivre la journée qui s'annonce. Tout ce qu'on appelle donc le sens, la signification, l'orientation, les humanités politiques essayent de le mettre en avant avec des personnages, je vous en ai parlé, c'est-à-dire des figures vraiment d'incarnation, mais aussi des expériences de pensée. On va explorer par exemple cette année le continent de ce qui s'appelle la responsabilité, en rapport avec un autre grand concept qui aujourd'hui est le grand concept politique du XXIe siècle, la catastrophe. Qu'est-ce que c'est qu'être responsable devant la catastrophe qui s'annonce? Qu'est-ce que c'est que faire rentrer l'idée de catastrophe qui avait un régime d'existence très consistant dans la religion, évidemment, ou dans des pensées magiques, etc. Qu'est-ce que c'est qu'en faire un concept politique? Qu'est-ce que c'est que se poser la question d'être responsable? Devant qui? De quoi? Avec qui? Et pour qui même? Et pourquoi devoir répondre? Comment penser l'intrication et l'irréductibilité entre la culpabilité et la responsabilité? Comment se laisser saisir et tenter de dépasser des formules comme celle de Dostoïevski qui énonce « Nous sommes tous responsables de tout et devant tous, virgule, et moi plus qu'un autre ». Qu'est-ce que c'est que ce « moi plus qu'un autre » de la responsabilité? Voilà. Et comment cette figure de la responsabilité surgit devant ce qui s'annonce comme la catastrophe, Donc voilà. Donc ce que je propose dans cet ensemble de cours d'humanité politique, que je construis essentiellement à partir de micro-citations, d'accord? C'est-à-dire ce que je vais vous proposer cette année, c'est pas tant des lectures, parce que je sais, depuis le temps que je suis là et que j'enseigne, je sais bien qu'il est parfaitement inutile de vous donner à lire des livres de 500 pages pour la semaine prochaine. Je veux dire, même si vous le faisiez, ça serait complètement inutile. Et puis vous aurez dans la deuxième partie du cours, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les conférences de lecture, là vous devrez travailler avec des ouvrages un peu complets, etc. Là ce qu'on fait dans cette première séquence, toutes ces 12 premières séances que nous aurons ensemble, c'est travailler avec des micro-citations et les explorer comme des paysages de sens. On prend à chaque fois une citation et on essaye de rentrer et puis de se l'approprier un peu. Et ce que je vous demande, c'est qu'à la fin de chaque cours, vous repreniez chacun des slides que je vous proposerai avec une citation et que vous fassiez peut-être comme faisaient les anciens qui se constituaient, ils n'avaient pas de journal intime, mais ils se faisaient des petits carnets où ils notaient les citations importantes de sages, de philosophes, en disant « tiens, ça c'est des choses qui pourront me servir dans la vie si je connais tel déconvenu, si tel drame m'arrive, je vais essayer de trouver quelle citation pourra me servir et que je tienne sous la main, prokeiron, disaient les Grecs, sous la main, et qui pourra me servir de poignard dans l'idée, c'est-à-dire de poignard, non pas, ça n'est surtout pas un appel à la violence, mais c'est une métaphore de la manière dont des petits logoi comme les citations peuvent nous aider à résister aux assauts des drames du monde, etc. Vous avez un livre, par exemple, qui est construit comme ça, qui est très connu, enfin plutôt connu, qui s'appelle le Manuel d'Épictète. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Manuel d'Épictète, en grec, c'est enkeiridion, c'est ce qui tient dans la main, donc c'est ce qui me sert à me défendre. Donc, je procéderai en vous donnant à penser un certain nombre de citations, en dessinant évidemment tout un paysage de la responsabilité morale, la responsabilité politique, la responsabilité comme dette aussi. On va prendre les toutes premières paroles du Veda. Tout homme, dès qu'il naît à l'état de dette. Il est une dette par rapport à la société, aux parents, aux autres, etc. Qu'est-ce que c'est qu'avoir à répondre de ces dettes fondamentales qui ne sont pas des dettes pécuniaires, mais qui sont des dettes de
sens. Une fois qu'on aura exploré ce paysage de sens, eh bien, on tentera, si vous voulez, d'aller un peu au centre de cette expérience de la responsabilité et de retrouver la première grande scène archaïque où chacun est appelé à répondre de lui-même. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire à pouvoir faire des promesses. Au fond, voilà. Et on comprendra pourquoi, ce qui peut vous sembler étrange tout de suite, si je vous le dis d'emblée, pourquoi la racine indo-européenne de la responsabilité, c'est la même que celle d'époux et du mariage, s'il s'agit d'un engagement. En français, le S est tombé, mais si vous prenez l'italien ou l'espagnol, esposo, respondere, c'est la même racine. C'est-à-dire être responsable, c'est pouvoir s'engager, c'est-à-dire répondre de soi dans le temps. Ce que je dis aujourd'hui, demain, je le ferai. Et je peux dire aujourd'hui que ce que je fais demain, c'est comme si c'était déjà fait, donc j'emploie le futur antérieur. Voilà, quel drôle de temps. Demain, j'aurais fait cela. Je prends la forme avec l'auxiliaire avoir, qui est la forme du passé. Je dis que demain, c'est comme si c'était déjà fait. Ça, c'est la responsabilité la plus haute. Donc, on va explorer tout ça. Deux petites choses avant de commencer vraiment pour vous situer et revenir une dernière fois sur les humanités politiques. Ce qu'on vous propose ici, c'est évidemment à travers ces expériences de pensée et notre manière de faire surgir des incarnations, des personnages, j'allais dire de chair et de papier, puisque à la fois ce sont des personnages tout à fait imaginaires et en même temps ils ont évidemment des effets de réalité tout à fait forts sur nos existences. Ce qu'on vous propose, c'est d'abord évidemment une capacité critique. D'accord. Quand je dis capacité critique, c'est quelque chose de relativement simple qui tient dans une seule formule. Le contraire de penser, c'est réciter. C'est-à-dire que le contraire de penser, c'est réciter ce qu'on connaît par cœur. Ça, c'est la meilleure manière de produire des technocrates froids et de faire surgir des espèces de rationalités glacées qui vont résoudre les problèmes humains comme s'il s'agissait de problèmes de boîte de conserve. Donc, voilà. Et il faut retrouver cette source de la pensée qu'on appelle en philosophie le jugement, penser par soi-même, etc. Donc ça, c'est la première chose, capacité critique. Deuxième chose, et vous l'avez déjà un peu entendu puisque j'ai convoqué un certain nombre de figures, Richard III, le grand inquisiteur, s'adresser en vous à l'imagination. N'oubliez jamais que s'il existe quelque chose comme une banalité du mal, c'est parce que nous souffrons d'une absence d'imagination. Et imaginer, c'est d'abord et avant tout une capacité à aller vivre dans l'autre ce qu'il fait, ce qu'il ressent et ce qu'il peut vivre. L'imagination est ce qui, en nous fait voyager et nous fait partir dans d'autres mondes, et il ne peut y avoir d'humanité, d'ouverture et de tolérance sans un travail de l'imagination. Il faut bien voir qu'une certaine raison nous enferme dans le calcul, les chiffres et des certitudes dogmatiques, et que le propre de l'imagination, c'est précisément de nous décentrer de nos certitudes, de nos repères, et c'est seulement à partir de ce décentrement que quelque chose comme les humanités politiques pourront vivre et vibrer en vous. Sciences Po.